Dans cette vidéo, qui sera plus en mode podcast, je vais résumer un passage du livre En quête d'excellence de Terry Orlick. Je mettrai le lien en description. C'est un livre sur la préparation et l'entraînement mental. Après, c'est pas un livre qui m'a marqué plus que ça, donc je le conseille pas forcément, mais il y a un passage où il parle d'entraînement en simulation qui est vraiment incroyable. Parce que souvent la préparation mentale c'est un peu flou, ça reste un peu vague, et là dans ce passage il donne vraiment un exemple concret, précis et applicable dans son sport. Dans le passage du livre, il parle de badminton, mais les conseils peuvent très bien s'appliquer à n'importe quel sport. Dans son livre, il explique que dans le sport et à haut niveau, le mental devient le facteur le plus important. Parce que les athlètes sont tous très entraînés, ils sont tous au top physiquement, donc c'est pas le physique qui va faire la différence, le plus souvent c'est sur le mental que se joue une victoire ou une défaite. Et là, l'auteur nous révèle comment les Indonésiens ont fait pour dominer le badminton grâce à leur technique de simulation lors des entraînements. Donc il faut savoir que les athlètes indonésiens ont été champions du monde de badminton pendant de nombreuses années. Ils étaient connus depuis longtemps pour être capables de gagner quand il y avait une pression énorme. Une des raisons pour lesquelles ils étaient sur le toit du monde à cette époque, c'était l'utilisation intensive de l'entraînement par simulation. Entraînement par simulation, donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ils ont simulé tous les aspects possibles et inimaginables, souvent les pires scénarios qui pouvaient se produire, c'est-à-dire la stratégie de leurs adversaires, le fait de revenir au score, une température élevée et les effets du public. Et ça leur a permis de ne pas être perturbés si un des scénarios se produisait comme ils l'avaient inclus dans leurs entraînements. Et vous pouvez adapter les idées de base de ce programme de simulation à n'importe quel sport ou défi que vous rencontrez, j'en parlerai un peu plus loin. Une meilleure connaissance de l'adversaire. Donc bien avant le match, les joueurs de haut niveau indonésiens, ils savaient tout sur leurs adversaires. Leurs forces, les faiblesses, le style de jeu et les particularités techniques. Ils ont étudié des vidéos de leurs adversaires et ils ont profité de l'expérience des coéquipiers qui les avaient déjà rencontrés. Ils planifiaient une stratégie et parcouraient mentalement exactement ce qu'ils feraient si leurs adversaires faisaient A, B ou C. Les coéquipiers jouaient parfois avec le même style de jeu que l'adversaire en question dans les matchs de simulation. Les joueurs indonésiens savaient où ils devaient placer le volant et où ils devaient se replacer avant de jouer et ils se préparaient en conséquence avant le match réel. Les joueurs indonésiens étaient sans doute rapides, mais ils avaient beaucoup plus que la vitesse. Ils savaient où et quand se déplacer. Ils étaient généralement sur la zone de retour avant le volant. Ils avaient donc toujours un coup d'avance sur leur adversaire pendant le match. Les joueurs indonésiens ont également utilisé d'autres techniques de simulation pour améliorer leur performance en se préparant pour diverses situations. Par exemple, le fait de revenir au score. Les meilleurs joueurs construisent la confiance dans leur capacité à revenir et remporter un match en simulant des situations spécifiques de comeback à l'entraînement. Un match peut commencer à 14-3, un joueur plus fort commence avec 3 points et un joueur plus faible avec 14 points. L'objectif pour le joueur plus fort était de revenir et de gagner le match. Pour le joueur plus faible, l'objectif était d'empêcher que cela se produise ou tout du moins d'avoir des échanges difficiles. Les deux joueurs pouvaient ainsi jouer à fond et repousser leurs limites, et le plus fort des joueurs finissait par gagner. Ce processus a donné aux joueurs moins expérimentés la chance de jouer contre les champions et aux champions de s'entraîner à revenir au score. Pendant de nombreuses années, dans le championnat du monde, chaque fois que les joueurs indonésiens étaient menés, ils ont toujours été en mesure de revenir fort pour gagner. Le fait qu'ils étaient menés ne semblait pas les déranger du tout. Ils étaient entraînés à revenir au score. Ils savaient qu'ils reviendraient, ils se sont concentrés pour le faire, et ils l'ont fait. Concernant les mauvaises annonces, donc un mauvais arbitrage, par exemple annoncer un volant en dehors des limites alors qu'il est bon ou inversement, a été simulé à l'entraînement pour préparer les joueurs à surmonter la frustration qui peut suivre une mauvaise annonce. Le but de cette simulation a été discuté et mis en place dans des matchs d'entraînement et les exhibitions. Parfois, lors de la simulation, l'arbitre faisait une série de mauvaises annonces. Le but du joueur était alors d'ignorer les mauvaises annonces et de se concentrer sur la préparation du prochain coup pour déplacer la concentration sur quelque chose hors de son contrôle à quelque chose sous son contrôle. Ainsi, il n'y avait pas de débordement émotionnel ou même de mauvais regards de la part des joueurs indonésiens après les annonces douteuses ou limites lors des championnats. Ils se concentraient tout simplement sur les préparatifs pour le prochain échange et restaient dans le match. Ils se sont également préparés à des températures élevées. Donc pendant de nombreuses années, les championnats du monde avaient lieu dans une salle à plus de 30 degrés sans climatisation. Les spectateurs finissaient trempés simplement en restant assis dans les tribunes. Pour se préparer à ces conditions, les Indonésiens s'entraînaient dans la chaleur pour reproduire les conditions extrêmes de température et pour ne pas être dérangés lors du tournoi. Les effets de la foule.
Donc apparemment, le bruit des foules était assourdissant parce qu'il pouvait y avoir une foule de 12 000 personnes pour un match de badminton. Pour se préparer aux championnats du monde, ils invitaient du public lors des derniers entraînements. L'invitation fut acceptée et la salle était pleine à craquer. Cette simulation visait à préparer les athlètes à évoluer sur le court sans être distraits ou déconcentrés par le bruit et les cris de la foule. Ils se sont aussi préparés à des matchs longs et difficiles. Les meilleurs joueurs en faisaient souvent plus dans leur entraînement que ce qui était nécessaire pour les championnats. Par exemple, ils pouvaient jouer de 1h30 à 2 heures d'affilée à un rythme extrêmement rapide, alors qu'un match dure 2 fois moins longtemps en moyenne. Ils pouvaient jouer des matchs entiers dans lesquels un joueur pouvait seulement utiliser le lob ou le smash, ou jouer défensivement ou seulement en revers, tandis que l'autre pouvait utiliser tous ses mouvements. Pour garder le rythme, travailler la vitesse et développer l'anticipation, un joueur pouvait jouer contre 2 adversaires ou utiliser plusieurs volants en même temps. Cet entraînement, au-delà de ce qui était nécessaire le jour de la compétition, amena les joueurs à être dans une excellente condition physique. Ils pouvaient ainsi maintenir un rythme très rapide ou faire durer un échange ou un match délibérément, tout simplement pour fatiguer leurs adversaires. Et ils s'étaient même préparés à des joueurs de grande taille. Donc quand les joueurs européens, qui étaient plus grands en taille que les joueurs indonésiens, ont commencé à bien jouer au niveau international, les Indonésiens ont élaboré une nouvelle stratégie de simulation pour entraîner leurs joueurs à jouer plus efficacement contre eux. Ils ont construit des cours qui étaient plus élevés d'un côté, de sorte que les joueurs qui jouaient de ce côté-là faisaient la même taille que les plus grands joueurs européens. En conclusion, donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si on a un défi, un examen ou une compétition, il faut essayer de s'entraîner à toutes les situations possibles et inimaginables qui peuvent arriver. Si potentiellement la compétition peut se dérouler sous la pluie, s'entraîner par tous les temps, comme ça s'il pleut, on n'est pas impacté, ça nous fait ni chaud ni froid par rapport à nos adversaires qui eux seront sûrement impactés par une météo défavorable. Si on a un oral, essayez de se préparer à toutes les questions qu'on peut nous poser, essayez de trouver les questions les plus difficiles, les plus pointues, toutes les noter, donc bien les préparer pour avoir une réponse claire et précise pour chacune. Comme ça, le jour de l'oral, on ne sera pas désorienté si on est face à une question difficile. Avec un peu de chance, c'était une question qu'on avait anticipée, donc on a déjà la réponse en tête. Et essayez de s'entraîner plus dur que l'objectif final. Par exemple, si le but c'est de courir un 10 km en compétition, à l'entraînement, essayez de courir des 12 km, des 15 km, comme ça le jour de la compétition, ça paraîtra plus facile. Pareil, si on passe un examen et qu'on a une épreuve qui dure 3 ou 4 heures, s'entraîner à travailler et à rester concentré pendant 4 ou 5 heures d'affilée par exemple, on s'est entraîné plus dur à rester concentré et à repousser la fatigue, comme ça le jour de l'épreuve, ça a l'air plus facile, on s'est déjà habitué à pire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Tu peux liker, commenter ou partager la vidéo. Et moi je vous dis ciao. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.